pouvait avoir une prime de 18 000 s'il venait s'établir à Trois-Rivières, à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières. Il a dit, bon, ben c'est une belle occasion, je m'en vais travailler là. Les gens de Trois-Rivières ont éventuellement découvert chez le docteur Mayou un homme à la fois ardent et original. Il avait confié à l'hôpital Sainte-Marie, il y avait une ligne de piquetage. Mais le doc étant le doc, bon, il s'est présenté là, puis il a dit, tassez-vous, moi je passe. Puis là, il a fait savoir qu'il n'allait pas passer. Alors, il a tout simplement foncé sur la barrière et sur quelques grévistes. D'ailleurs, on raconte qu'il en a touché quelques-uns sans les blesser. En région, tous ceux qui le connaissent ont toute leur petite histoire à raconter sur la première fois qu'on a rencontré le docteur Mayou, comment ça s'est passé. C'est vraiment un provocateur né. Vous savez, il n'y a pas un incident près. Il s'est déjà présenté à l'hôpital Sainte-Marie, au même hôpital, à cheval. Il est parti, sa ferme est au nord de la ville. Il était descendu tout simplement à cheval à l'hôpital. Et bon, on lui a expliqué que c'était peut-être pas une bonne idée, puis qu'il n'y avait pas intérêt à recommencer. Mais c'est le personnage, c'est sa couleur. Il aime défier. Malgré ces incidents, le docteur Mayou n'est pas moins respecté comme psychiatre. On lui demandera de s'occuper de cas de prisonniers mal en point mentalement au centre de détention de Trois-Rivières. Il agira aussi de plus en plus comme témoin expert lors de procès, dont celui du caporal Denis Lortie, auteur de la fusillade à l'Assemblée nationale. Il a expliqué au jury ce matin que le militaire était un grand psychotique présentant des symptômes schizophréniques. À l'été 1988, le sort frappe le docteur Mayou. Brièvement, mon accident a consisté à essayer de rendre service à une femme qui était en panne de gasoline avec ses 2 filles. Alors, je suis allé chercher, avec mon camion et le trailer à chevaux, un gallon de gasoline. Et c'est en versant de la gasoline dans le réservoir de l'auto que quelqu'un nous a foncé dedans. Et à 50 000 à l'heure, supposément, il nous aurait pas vu. Un gars de 33 ans. Et elle a eu le temps de prendre ses 2 filles et de les tirer avec elle dans le fossé, tandis que moi, j'avais le dos tourné, je l'ai pas vu. Puis il m'a arraché une jambe entre les 2 bumpers. Alors c'était, je suis tombé, j'ai été réchappé de peine et de misère parce que la jambe a été arrachée à partir du genou. Quand il est revenu à Sainte-Marie, évidemment, il était handicapé, il était limité. Et il s'est dit, bon, je reprends ma pratique, mais à temps réduit. Et l'hôpital a exigé que non, c'est à plein temps, ou bien on te congédie. Et on l'a congédié. Et là, il a mené une guerre médiatique, mais sans bon sens, contre l'hôpital. En Mauricie, à l'époque, l'affaire fait du remous. Une centaine de patients du docteur Mayou manifestent même devant l'hôpital Sainte-Marie, réclamant son retour. Mais finalement, ça s'est rendu à la Commission des droits de la personne. Mais le doc Mayou, bon, ils sont arrivés à la Commission des droits de la personne, ils avaient un dossier, mais son dossier médiatique qui était assez épais, ils lui ont présenté ça. Et finalement, il n'a pas gagné. Il gagne pas toujours, le doc Mayou. Il gagne pas tous ses combats, vous savez. Et celui-là, il l'a perdu. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la pratique médicale à l'hôpital de Louisville, une pratique à temps partiel, qu'il a toujours d'ailleurs. Très tôt, le docteur Mayou s'est fait le promoteur du Ritalin, administré aux enfants hyperactifs. Même si l'augmentation est fulgurante depuis quelques années, c'est pas nécessairement un signe que c'est mal prescrit. Cependant, dès le départ, il était probablement un des premiers psychiatres à recommander le Ritalin, à une époque où le Ritalin était moins répandu qu'il ne l'est aujourd'hui. Le docteur Mayou propose aussi la castration physique pour les prédateurs sexuels. Les pédophiles qui demandent à être castrés, on devrait leur accéder à leur désir. Le docteur Mayou semble aussi avoir été un précurseur dans le traitement de cas lourds de schizophrénie en augmentant de façon spectaculaire les doses de neuroleptiques prescrites aux malades. Très jeune, il a prononcé beaucoup de conférences sur le sujet. Il s'est même rendu à l'Institut de psychiatrie Clark de Toronto, alors qu'il était le deuxième francophone seulement à se présenter, a été invité à l'Institut. Et il avait tenu une conférence sur le sujet. Et ça m'a même été la meilleure assistance qu'il avait jamais obtenue à l'Institut. En 1991, le docteur Mayou essuyait une première remontrance du Collège des médecins qui l'enjoignait de mettre fin à cette pratique. Alors, il a toujours défendu cette position-là, et il se trouve que beaucoup de psychiatres, aujourd'hui, partagent son point de vue là-dessus. Mais c'est dans des cas lourds de schizophrénie, seulement.
Ces prises de position tranchées font qu'au fil du temps, les médias s'intéressent de plus en plus au Dr Mayou. Passer dans les médias, je pense que ça le fait triper. Avant même qu'il fasse son émission à la radio, je pense que le Doc Mayou était rendu à 500 entrevues accordées à des journalistes. En fait, c'est pas compliqué. Un journaliste de Mayou, il vous fait un commentaire, puis parfois, si vous ne l'appelez pas, il va vous appeler, puis il va vous faire un commentaire. Est-ce que Ces prestations pittoresques donnent l'idée à la direction des programmes de CKAC de lui offrir une tribune à la radio. dans les 2 journaux, un parfait inconnu, André Chevalier, qui m'appelle et qui me dit Docteur Mayou, avez-vous déjà pensé faire de la radio? Je lui ai répondu non. Est-ce que ça vous intéresserait de faire de la radio? J'ai dit non. Alors, le Doc, quand on change d'argent, il aime toujours ça. Il est toujours très sensible à ça, il réagit à ça, il s'en cache pas d'ailleurs. J'aime l'argent, il aime en faire. Ben, il m'a dit, écoute, on parlerait de 80 000 pour une émission d'après-midi. Oh. La tribune téléphonique du Dr Mayou, qui s'appellera d'abord Un psy à l'écoute, s'ouvre en août 1995 et est diffusée en début d'après-midi. Tout le réseau AM de télémédias emboîte le pas. Le succès ne tarde pas. L'auditoire de CKAC finira par quintupler à cette heure d'écoute. On m'a révélé plus tard que il y avait eu des gageures à l'interne et on me donnait 2 semaines en ondes. Ça a duré 11 ans 3/4. Aux auditeurs qu'il contactait via sa tribune, le psychiatre Mayou servait le plus souvent un électrochoc verbal dans un langage populaire. Son message, souvent brutal, consistait à peu près toujours à renvoyer les gens à leurs responsabilités. La femme qui tolère un mari violent, par exemple, pouvait se faire joyeusement enguirlander. Au lieu de fouiller son inconscient, l'animateur l'enjoignait d'appeler la police ou de cesser de se plaindre. Celle qui tolérait un proche toxicomane se faisait traiter de complice, surtout s'il y avait des enfants qui paraissaient en souffrir. Le docteur Mayou, grand défenseur des enfants et pourfendeur des drogués, appelait cette auditrice à agir et vite. On se doutait bien que cette manière coup de poing était d'un genre qu'on goûte assez peu chez les professionnels de la santé mentale. 74. Après la pause, les prestations radiophoniques du Dr Mayou froissent certains de ses collègues. Quand on s'exprime comme professionnel de la santé, je pense qu'il y a des façons de le faire. En 1995, le Dr Mayou, installé à Trois-Rivières, entame à Montréal une carrière à la radio. Sa tribune téléphonique fait un malheur, mais le style de ses interventions, combatif, coloré et populaire, fait des mécontents. Moi, je suis un partisan beaucoup de l'information populaire. Les gens sont intelligents. Il s'agit de leur expliquer dans leurs termes, pas avec des mots comme on enseigne à l'université des étudiants en médecine, mais leur expliquer dans leurs termes et on fait à ce moment-là de l'apprentissage. Alors, on connaît, on sait, on nous a appris que cet individu-là avait 74 de quotient intellectuel. Pour certains de ses confrères, c'est une honte que d'entendre le vocabulaire utilisé par ce médecin sur la place publique. Alors, c'est pas facile d'avoir une émission semblable, mais je crois que c'était très bénéfique parce qu'il donnait beaucoup de bons conseils, malgré le fait qu'il ait eu à certains moments quelques propos un peu durs. Mais il faut se mettre dans le contexte actuel. Le langage du Dr Mayou était un langage que j'ai entendu moi, il y a 50, 60 ans et qui passait complètement inaperçu. Mais là, on est dans une ère de politically correct. En plus, à leurs yeux, ils se mêlent de donner des consultations à distance à la radio. S'ils prennent de la drogue, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Le collège n'a pas nécessairement une position très précise avec un guide qui dit si vous êtes un médecin, vous allez dans les médias, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez faire ça. On a 2, 3 articles dans le code de déontologie qui dit qu'on doit toujours porter respect à sa profession, qui dit qu'on doit toujours se tenir à une attitude scientifique et à ne parler que de données scientifiques. Il faut comprendre que... Les mises en garde écrites sont servies par le syndic du Collège des médecins à l'animateur d'un psy à l'écoute, mais elles restent lettres mortes. La grande majorité des cas, c'est lorsque le
lorsqu'une personne du public se plaint, le syndic fait son enquête. Mais si le syndic par lui-même apprend soit par la télévision ou par tel ou tel journal qu'il y a eu un incident, il peut de son propre chef faire une plainte. À défaut de voir Pierre Mailloux tenir compte des mises en garde du Collège des médecins, on le cite à comparaître devant le Conseil de discipline. On porte 10 plaintes contre lui pour des propos tenus en ondes au cours de l'été et de l'automne 1998. Il s'agit du premier de 4 dossiers qui opposeront le Dr Mailloux au Collège des médecins entre 1998 et 2008. Lorsqu'un membre comparaît devant le comité de discipline, c'est véritablement un procès, comme ça se passe devant les cours. Il y a 2 parties. Il y a d'un côté le syndic, la partie plaignante, et de l'autre côté l'intimé, c'est-à-dire le professionnel qui peut être assisté souvent par tel ou tel avocat ou avocate. Et là, il y a un débat juridique qui peut se faire sur les moyens de preuve, ce que c'est admissible, inadmissible, etc., comme devant un procès qui se fait normalement tous les jours. Alors, au bureau du syndic, on engage des médecins pour faire les enquêtes et évaluer si un médecin a contrevenu au code de déontologie. Il y en a de toutes les sortes, des plus compréhensifs et des plus durs, hein, des pitbulls aux médecins raisonnables. Mais généralement, comme les procureurs de couronne, ces gens-là ont une cause et ont à cœur de gagner leur cause. Le procès du Dr Mailloux, qui a choisi de se défendre seul, s'instruit le 15 janvier 2001. Pour le syndic, Mario Deschênes, lui aussi médecin, le Dr Mailloux prodigue des conseils professionnels sans détenir pour ce faire les informations nécessaires. La relation entre l'accusé et les auditeurs est celle d'un médecin et d'un patient. Dans les plaintes à l'étude, le Dr Mailloux qualifie les toxicomanes de pourriture humaine, de gorilles, de déchets. Je dirais que le médecin, comme toute personne, bien sûr, a la liberté d'expression. Mais quand on s'exprime comme professionnel de la santé, je pense qu'il y a des façons de le faire. Être poli avec l'auditeur, tout comme on doit être poli avec nos patients. Se baser sur des données scientifiques, parce que la médecine, c'est basé sur des données scientifiques. C'est fort possible et c'est humain puis normal que des ordres professionnels veulent protéger leur image. Le conseil d'administration, etc., le président, le directeur général, chaque ordre professionnel veut protéger son image pour montrer qu'ils font bien leur boulot, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que le syndic, où chaque ordre doit nommer un syndic, qui s'occupe justement de faire des enquêtes et de porter des plaintes quand c'est voulu, quand c'est fondé, ce syndic est complètement indépendant et du directeur général, et du président, et du conseil d'administration de l'ordre. Il suffit d'avoir assisté à une de ces audiences devant le comité de discipline pour constater que le Dr Mailloux n'est pas plus facile de maniement en cours que sur les ondes. Contrôlant et tatillon, le personnage qui se défendait lui-même apparaissait des plus singuliers. On n'allait pas en disposer facilement, ni le réformer. Durant les audiences disciplinaires, on peut dire que on s'ennuie pas avec le Dr Mailloux. On sait que c'est un personnage qui est quand même très coloré, très bouillant. La moindre petite chose, il se lève, il fait des objections parce que c'est lui-même qui se défend. Donc, même s'il connaît pas nécessairement, même s'il n'est pas un avocat, il se laisse pas impressionner, si on peut dire, par le système judiciaire. Le doc, ça ne tiendra pas. Il n'y a pas une expression qui va le rebuter, qui va l'empêcher de dire ce qu'il a à dire. Puis, je pense qu'il y a le sens de la couleur de toute évidence. Pierre Mailloux a coutume de dire que s'il a une allure marginale, il n'est pas un psychiatre marginal. Il se vante même d'être un excellent psychiatre. La question dans cette affaire était, le psy le plus célèbre au Québec faisait-il réellement du tort? Pouvait-on démontrer, témoin à l'appui, qu'il avait nui à des personnes en chair et en esprit, et pas seulement à l'épiderme de certains collègues? Au procès du Dr Mailloux devant ses pairs du conseil de discipline, certains de ses confrères viennent appuyer l'opinion du syndic du Collège des médecins. Le docteur Marquis Fortin est l'un d'eux. Médecin universitaire, il a des réserves quant à la façon de faire du Dr Mailloux. Le
Dr Mayou prend pour acquis un certain montant d'informations que le patient lui donne, sans valider cette information-là, sans faire un processus diagnostique. Je vous dirais que quand on est dans les médias, tout médecin engage d'emblée sa responsabilité médicale. On attendait de savoir comment et à qui le psychiatre avait nui. Était-ce purement théorique? Voulait-on réglementer le bon goût radiophonique? La preuve du syndic n'a pas semblé impressionnante. Une experte, par exemple, était venue le descendre en flammes. Pourtant, elle a précisé n'avoir écouté en tout qu'1h15 de son émission, en plus de certains extraits incriminés. Était-on devant un règlement de compte ou une affaire déontologique sérieuse? Après la pause, le docteur Mayou passe à la télé et ne se fait pas que des amis. Faut dire que le doc tenait des propos assez particuliers. Bon, il commentait les performances des lofters, mais aussi celles des parents. Alors là, il y a eu de belles prises de bec. Durant des années, le docteur Pierre Mayou se taille un franc succès à la radio, non sans irriter certains de ses confrères par ses propos à l'emporte-pièce. Le comité de discipline du Collège des médecins finit par lui faire un procès 3 ans après son entrée en ondes. Au bout du compte, le comité de discipline du Collège des médecins déclare le psychiatre Pierre Mayou coupable de 5 des 10 chefs d'accusation portés contre lui. Il aurait fait des diagnostics et tenu des propos indignes de médecins dans le cadre de son émission. On n'a pas retenu les accusations de propos diffamatoires. Hey, 10 chefs d'accusation, 5 où je suis acquitté, dont 3 des plus importants, des plus graves. J'ai de quoi être satisfait, semble-t-il. Il paraît que ça n'arrive pas souvent devant le Collège des médecins. La première plainte s'est soldée par une radiation de 7 jours et une amende d'une dizaine de $1000. La radiation de ces jours concernait ma déclaration à la radio sur l'Épival. J'avais dit que l'Épival n'était pas un antidépresseur et qu'il y avait beaucoup de psychiatres qui jouaient avec au Québec. La première partie aurait passé, mais de dire ouvertement à la radio que beaucoup de psychiatres jouaient avec l'Épival au Québec en psychiatrie, ça ne passait pas. Et ça donne que j'avais raison. Mais j'aurais pas dû le dire. La facture de 10 000 $, l'animateur d'un Psy à l'écoute va la refiler à ses employeurs au moment de la signature d'un nouveau contrat. Publié dans les 2 journaux. C'est vrai, ça a tourné parce que j'ai inclus l'amende dans une espèce de bonus de resignature. Alors ils voulaient pas le payer, mais ils l'ont payé. Parce qu'à un moment donné, quand est venu le temps de signer un contrat, j'ai dit, ça prend tant de boni à la signature du contrat. Puis je me suis octroyé un petit 10 000 aussi, en passant, là. Fait que 10 000 pour me rembourser, puis un petit 10 000 pour le trouble. Pierre Mayou, à cette époque, publie 2 livres, l'un sur la fessée et l'autre sur la castration volontaire. À l'automne 2003, le docteur Mayou fait un saut pour le moins remarqué à la télévision. On le retrouve au talk show hebdomadaire de l'émission de télé-réalité Loft Story, où les parents d'une lofteuse, réagissant mal à ses propos qu'ils jugent diffamatoires, font même parvenir une mise en demeure au diffuseur. Quand il est arrivé à Love Story dimanche soir, je pense que ça a relancé l'audience de Love Story à un niveau qui n'avait jamais été atteint. Il faut dire que le doc tenait des propos assez particuliers. Bon, il commentait les performances des lofters, mais aussi celles des parents. Alors là, il y a eu de belles prises de bec et des grandes indignations en ondes. J'aimerais qu'au Québec, la majorité des parents soient des parents compétents. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas. Le docteur Yves Lamontagne, président du Collège des médecins, et son confrère Brian Bexton, président de l'Association des médecins psychiatres du Québec, font parvenir une lettre commune aux médias. Ils dénoncent les opinions médicales à l'emporte-pièce du docteur Mayou à Loft Story. Qu'on ait des apparitions publiques, je suis tout à fait pour ça. Mais dans quoi vous vous impliquez publiquement? Je me vois très mal aller faire une apparition à la poule aux œufs d'or. Voyez-vous? Il faut rester à des choses à lesquelles on est spécialisé et qui sont à net niveau. Quelques mois plus tard, en janvier 2004,
Lors de l'émission Les Francs-Tireurs de Télé-Québec, Pierre Mailloux déclare ne pas avoir payé d'impôts depuis 10 ans. Si je dépense, je vais contribuer avec les taxes. Okay. Mais l'impôt sur le revenu, si tu revises l'historique de ça, c'est un vol. Une éditorialiste écrira alors que de tels propos encouragent les citoyens à la désobéissance civile. En mars 2006, le Dr Mailloux jette un autre pavé dans la mare quand il fait une brève apparition très remarquée dans un épisode des Bougons, la comédie de situation la plus populaire, mais aussi la plus provocante du moment. Sa prestation n'est pas appréciée de tous. Le syndic du Collège des médecins estime que le psychiatre a commis un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de sa profession. D'une prestation à l'autre, sur les ondes de la télé comme de la radio, le Dr Mailloux accède au rang de célébrité pan-québécoise. Une célébrité controversée qui ne ménage pas ses effets. Il s'attire ainsi les foudres de plusieurs, des raéliens aux éditorialistes, en passant par les membres du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et les représentants de la Ligue des Noirs. Et depuis qu'il est allé dans les médias, je pense qu'il a des difficultés à en sortir. Je pense qu'il est mieux aujourd'hui les médias que la psychiatrie, même si la psychiatrie, c'est sa profession d'origine. Je pense qu'il y a beaucoup plus de plaisir à aller dans les médias, à provoquer, à soulever de la controverse, à affronter. C'est sa nature guerroyeuse qui ressort tout le temps et qui lui permet, dans les médias, d'être ce qu'il est. En juin 2005, ce n'est pas le Collège des médecins, mais le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui le blâme publiquement pour ses commentaires jugés offensants, méprisants et dénigrants, tenus sur les ondes de CKAC. Effectivement, en juin 2005, à l'émission de Paul Arcand, le Dr Mailloux avait eu des propos sur les Noirs, où notamment il parlait que les Noirs étaient désavantagés sur un plan intellectuel à cause du processus de sélection artificielle. Donc c'était une première fois. Et une deuxième fois, en faisant référence à Michael Jackson et Janet Jackson, surtout à l'épisode du sein qui avait été dévoilé au Super Bowl, il avait déclaré une phrase comme « Il se croit encore dans une tribu en Afrique ». Ces opinions, relayées par la décision du CRTC, n'allaient pas échapper aux recherchistes de la fameuse émission Tout le monde en parle. Quelques semaines plus tard, en septembre 2005, on se fait fort d'inviter le Dr Mailloux chez Guillaume Lepage. Celui-ci ne manque pas d'entraîner son invité sur le terrain miné de ses opinions sur les Afro-Américains. Après la pause, le Collège des médecins sévit à nouveau contre le Dr Mailloux. Cette fois-ci, c'est sa pratique médicale qui est attaquée. La plainte est assortie d'une demande de radiation provisoire. La popularité du Dr Mailloux à la radio fait qu'on finit par l'inviter à participer à des émissions de télé. Il ne manque pas de soulever la controverse, mais jamais comme lors de sa prestation à Tout le monde en parle, où il émet ses opinions sur les Afro-Américains. Le syndic du Collège des médecins a porté 5 accusations contre lui, dont 2 qui étaient reliées à ses propos sur les Noirs à Tout le monde en parle. On lui reprochait d'avoir véhiculé un message intempestif sur le quotient intellectuel des Noirs, et on lui reproche aussi d'avoir parlé d'études non publiées, d'avoir parlé faussement d'études non publiées sur les Noirs. L'affaire ne manque pas de faire des vagues dans les milieux montréalais. Alors, c'est évident que certains, pas beaucoup, mais certains confrères médecins, certains professionnels, certaines personnes, certains éditorialistes, certains chroniqueurs sont particulièrement irrités par ma popularité, définitivement. Le CRTC a déjà émis un blâme concernant les propos du Dr Mailloux. Mais l'affaire n'en restera pas là pour la Ligue des Noirs du Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste et la Commission des droits de la personne qui déposent une plainte au Collège des médecins cette fois-ci. N'importe qui peut dire n'importe quoi sous certaines communautés et ensuite ça va être acceptable. C'est donc un deuxième dossier qui s'ouvre pour le Dr Mailloux devant son ordre professionnel. Les plaintes déposées auprès du Collège des médecins n'allaient pas rester sans suite. 6 ans avaient passé depuis que le récalcitrant Dr Mailloux avait été passé à la moulinette de ses confrères sans qu'il modère pour autant ses ardeurs. On allait donc lui faire un deuxième procès. Mais là, ses dénonciateurs allaient mettre le paquet. Il y avait lieu de craindre que l'allergie assez répandue dans la profession médicale que provoquait Pierre Mailloux allait faire perdre leur sens de la modération à certains.
Comme il l'avait fait en 2001, le docteur Mayou décide de se défendre seul contre les accusations du syndic. Maître Marie-Carmen Nosifort et Max Stanley Bazin, qui sont d'origine haïtienne, lui offrent leur service pour l'assister dans sa défense à son procès devant le conseil de discipline. Moi, personnellement, je ne pense pas que le docteur Mayou a voulu viser par malice qui que ce soit. Il n'a fait que rapporter des propos qu'il avait entendus lui-même et qui émanaient de spécialistes de l'intelligence, ce qu'il n'est pas. Le docteur Mayou n'est pas un spécialiste de l'intelligence, là. Ça a déclenché une tempête médiatique. Et je crois qu'il n'a pas eu l'occasion, lors de l'émission Tout le monde en parle, de s'exprimer, à savoir de pouvoir dire tout ce qu'il avait à dire. Parce qu'au cours de cette émission-là, pour l'avoir regardé, je peux vous dire que tout bout de champ, on le coupait. Il n'y avait pas l'occasion de dire quoi que ce soit. Il était coupé systématiquement. En décembre 2006, alors qu'on attend encore une date d'audition dans cette affaire, le Collège des médecins récidive et porte une nouvelle série d'accusations. Alors, il y a 5 chefs d'accusation contre moi qui concernent ma pratique de psychiatre. Cette fois-ci, c'est la pratique médicale du docteur Mayou qui est attaquée. On lui reproche de prescrire des doses massives de neuroleptiques à des patients schizophrènes. Le psychiatre Pierre Assaliane interviendra publiquement dans ce débat en signant un article paru dans la revue de l'Association des psychiatres du Québec. Il fait savoir que le docteur Mayou traitait des cas de schizophrénie extrêmement lourds que lui envoyaient même certains collègues. Le docteur Assaliane voyait régulièrement des patients avec des ordonnances du même type que celles reprochées à Pierre Mayou, mais prescrites par d'autres psychiatres. Ceux-ci n'étaient jamais inquiétés. Au fond, on se trouve ici devant des écoles de psychiatrie différentes. Mais il n'empêche, écrivait le docteur Assaliane, si le docteur Mayou allait être déclaré coupable, allait-on accuser tous ses confrères qui recouraient au même procédé? Débat d'éthique ou querelle d'école? Lorsque, en décembre 2006, une deuxième série d'accusations sont portées et que cette fois-ci, c'est sa pratique médicale qui est attaquée, la plainte est assortie d'une demande de radiation provisoire. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle visant à radier le doc Mayou, donc l'empêcher de pratiquer avant même qu'un procès soit tenu. C'est vraiment une mesure d'urgence exceptionnelle qui est demandée en même temps que la plainte. La radiation provisoire n'est pas, à mon sens, une mesure exceptionnelle. Si vous regardez les décisions qui, depuis quelques années, sont émises au Québec par les conseils de discipline, vous allez vous apercevoir que les radiations provisoires sont assez fréquentes dans certains ordres. Au total, les médecins sont quand même des gens narcissiques et orgueilleux. Et donc, se faire enlever son droit de pratique, c'est l'affront ultime qu'on peut faire à un médecin. Quand le conseil de discipline déclare une radiation, qu'elle soit temporaire ou permanente, c'est sûr, c'est parce qu'il y a eu une infraction qui était grave en fonction du code de déontologie. Dans les semaines qui suivent le dépôt de la plainte, le conseil de discipline se rend aux arguments du syndic et radie provisoirement Pierre Mayou qui ne doit plus porter le titre de docteur. Il ne peut plus pratiquer pour une période indéterminée. Alors, je suis radié provisoirement, immédiatement, à partir de 9h46. Alors, une radiation provisoire, c'est une sentence de mort, effectivement. Vous avez parfaitement raison. Si c'est pour 2 jours, 3 jours, évidemment, c'est pas grave. Mais si c'est pour quelques mois, ou 1 an, ou 2 ans, c'est très sévère, c'est très lourd à porter. Je pensais jamais que le comité de discipline allait appliquer cette mesure d'exception. C'est lorsqu'il y a des cas d'agression sexuelle ou d'alcoolisme, maladie d'Alzheimer. À ce que je sache, j'ai rien de tout ça. Une des réactions que les gens avaient dit, que les gens m'avaient confié, c'était « ils l'ont eu ». Et c'était vraiment comme ça que c'était perçu dans l'opinion publique. Ils l'ont eu. Mais c'était pas d'une façon très honorable, puisque c'était on va vous suspendre par mesure préventive. Et là, quand on suspend quelqu'un de ses droits en société, par mesure préventive, il faut que le risque soit grave. En mars 2007, il y a eu une manifestation qui a été faite devant l'hôpital Comtois où pratiquait le docteur Mayou. Une manifestation qui a attiré à peu près une centaine de personnes. Je me souviens, c'était une journée qui était très froide et très pluvieuse. Et malgré ça, les gens s'étaient rendus. On retrouvait des patients, évidemment,
les responsables des foyers d'accueil, on retrouvait les familles de ces patients-là, on retrouvait même le maire de Louisville qui était là, le préfet de la MRC qui s'était rendu là. Et bon, ben il y avait des banderoles, tout, puis on scandait, si on peut dire, des slogans genre lâchez-le, on n'est pas fou, on est pour Mayou. Mayou, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans les jours suivants, dans les semaines suivant sa radiation, effectivement, une pétition a commencé. Une pétition il y a eu une pétition en Mauricie, mais aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une pétition qui finalement à peu près regroupait 1500 signataires, des gens qui réclamaient le retour du docteur Mayou comme psychiatre. Après la pause, verra-t-on un jour la fin de l'affrontement entre le docteur Mayou et son ordre professionnel? Après 9 ans, si je n'ai pas l'impression qu'on s'acharne sur ma personne, je pense que j'aurais besoin d'un psychiatre. Les prestations radiophoniques et télévisuelles du docteur Mayou ont fini par lui attirer les foudres du comité de discipline du Collège des médecins à 2 reprises. En 2007, on lui interdit même de pratiquer la médecine parce qu'il aurait prescrit des doses massives de neuroleptiques à des patients schizophrènes. Chez les médecins, la radiation provisoire n'est pas accordée à la légère. Elle est réservée au pire des cas. Difficile de faire entrer Pierre Mayou dans la catégorie des dangers publics ou des agresseurs de patients. La décision de janvier 2007 avait donc un arrière-goût politique. Trop de gens avaient hâte de crier « bon débarras ». Dans quel cas demande-t-on une radiation provisoire? Pour un médecin accusé d'agression sexuelle à répétition ou un praticien souffrant d'une incapacité mentale évidente ou un autre qui prescrit des narcotiques à un toxicomane ou alors un total incompétent. Le comité de discipline a rendu une décision peu convaincante, mal motivée et prématurée. Il allait d'ailleurs se le faire dire par plusieurs juges en dehors du cénacle médical. Lorsque le conseil de discipline du Collège des médecins rend une décision, elle est signifiée aux médecins inculpés. Et le médecin, à ce moment-là, il a 30 jours pour faire appel de la décision du conseil de discipline devant le tribunal des professions. Qu'est-ce que c'est le tribunal des professions? Le tribunal des professions est une cour d'appel spécialisée composée d'environ 11 juges de la Cour du Québec qui sont nommés pour quelques années par le juge en chef de la Cour du Québec et qui entendent les causes en appel des décisions des conseils de discipline. Et c'est ce que fait Pierre Mayou. Il conteste la décision du conseil de discipline devant le tribunal des professions. Mais avant d'argumenter si le psychiatre a commis des fautes ou non, le tribunal des professions doit trancher. Était-il vraiment nécessaire de radier le docteur Mayou avant même d'avoir entendu la cause? Là, c'est un juge seul qui décide. Il ne décide pas le fond. Il décide si la requête faite, cette requête particulière au préliminaire, est fondée ou non. La juge Louise Provost, du tribunal des professions, lui donne finalement raison en lui accordant un sursis. Elle suspend la radiation émise par le Collège des médecins. Elle écrit que l'étendue du préjudice irréparable que subit le docteur Mayou est flagrante. Le docteur Mayou peut reprendre sa pratique. Dans la prochaine étape, ce sont 3 juges du tribunal des professions qui entendront la cause sur le fond. Bien entendu, cette décision ne fait pas l'affaire du conseil de discipline du Collège des médecins. Et plutôt que d'attendre l'audience devant les 3 juges, on contre-attaque. Non, j'ai pas de commentaire à faire. Si vous considérez que le jugement du tribunal des professions est déraisonnable, et là, la côte est haute, pas mal, difficile à monter, vous pouvez prendre une requête devant la Cour supérieure pour tenter de faire casser le jugement du tribunal des professions. À partir du moment que le docteur Mayou retrouve sa pratique, effectivement, le syndic ne lâche pas prise et tout de suite se présente en Cour supérieure, dépose une requête en révision judiciaire assortie d'un sursis pour enlever de nouveau le droit de pratique du docteur Mayou. Et le Collège des médecins essuie un nouveau revers.
Donc, en mai 2007, le juge Jean-Yves Lalonde déboute le Collège des médecins et autorise le docteur Mailloux à pratiquer. Selon lui, il n'y a pas d'urgence d'agir dans ce dossier-là, tout simplement parce que le Collège des médecins est bien au fait de la pratique médicale du docteur Mailloux, et ça depuis les années 90. Donc, dans les semaines qui ont suivi, le dossier est ramené devant le tribunal des professions, mais cette fois-ci, c'est la requête en radiation provisoire qui va être entendue sur le fond par trois juges qui finalement vont donner raison, encore une fois, au docteur Mailloux, sous prétexte que le tribunal disciplinaire n'avait pas de preuves suffisantes pour lui enlever son droit de pratique, sous prétexte que la protection du public était mise en péril. La date du procès sur le fond de cette affaire reste à être annoncée. Quand on sait avec quelle complaisance, par le passé, le Collège des médecins a pu laisser pratiquer quelques incompétents au Québec, on est frappé de voir l'énergie déployée au cours des années pour sortir Pierre Mailloux du système. Si on fait le compte, 5 juges, dans 3 jugements différents, ont rejeté l'idée selon laquelle le docteur Mailloux est un danger public. On ne pouvait s'empêcher de penser que le comportement du syndic, piqué dans son orgueil après tous les revers essuyés, tant au tribunal des professions qu'en cour supérieure, ressemblait de plus en plus à une vendetta sur fond de querelles d'école de psychiatrie. Finalement, ce n'est pas le Collège des médecins qui fera taire le docteur Mailloux, mais les lois du marché de la radio québécoise. CKAC et tout le réseau AM de télémédias au cours de l'année 2007 changent de vocation. On passe d'une radio d'intérêt général à une radio consacrée au sport. Exit le docteur Mailloux. Mais cela n'empêche pas le Collège des médecins de poursuivre sa démarche par rapport au docteur Mailloux en déposant une 4e série de plaintes en février 2008. On parle cette fois-ci de 14 chefs d'accusation concernant la pratique médicale du docteur Mailloux, mais sur les enfants. On lui reproche d'avoir encore là prescrit des doses massives de neuroleptiques, et ce qui a entraîné des effets secondaires chez certains enfants. On me reproche d'avoir une pratique dangereuse et désuète auprès des adolescents et des enfants, alors qu'on a conclu avec moi une entente le 21 février 2008, m'autorisant et cautionnant l'utilisation des mégadoses d'antipsychotiques dans le traitement des gros cas de schizophrénie. Ah, ça se résume à ça. Comment pourrais-je être correct à traiter des gros cas de schizophrénie adulte, 18 ans et plus, et dangereux et désuets, avec le même diagnostic et le même traitement pour les 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, 12 ans? Pas trop logique. La plainte est assortie d'une requête en limitation provisoire qui empêche le docteur Mailloux de traiter ses jeunes patients. Faut que je fasse la preuve que je suis bon. Écoute, tu fais ça comment, une preuve que t'es bon, tu sais? C'est à l'autre partie à faire la preuve que je suis pas bon et dangereux. Mais elle n'existe pas, cette preuve-là. C'est ça que je prétends, tout simplement. Donc, le docteur Mailloux va imposer une limitation provisoire concernant la pratique de la pédopsychiatrie qui va toucher à peu près une quinzaine d'enfants sur à peu près les 320 dossiers qu'il traite à Comtois et à son domicile. La guerre à finir n'est pas avec le Collège des médecins, mais avec le syndic. Première chose. Deuxièmement, oui, c'est une guerre à finir, parce que ça va faire 10 ans, en juin 2009, que cette guérilla-là est commencée. Et c'est pas moi qui l'ai commencé, c'est eux. Ils ne veulent pas ou ne peuvent pas reculer, je le sais pas. Mais chose certaine, ça va se prolonger encore sur 2-3 ans. Le docteur Mailloux, étant donné qu'il n'a pas à payer d'avocat, il risque pas de se ruiner avec ça. Donc, il continue. Et lui, le docteur Mailloux, c'est quand même quelqu'un qui est très obstiné, très têtu. Et il aime les défis. Et à quelque part, je le soupçonne d'aimer cette bataille avec le Collège des médecins. D'un autre côté, à savoir si le tribunal, le Collège des médecins va lâcher prise, il semble pas parti pour ça. C'est clair que du côté du Collège des médecins, on veut encadrer la pratique médicale du docteur Mailloux. On veut contrôler davantage ce qu'il fait. On ne fera jamais taire le docteur Mailloux. Il en serait incapable. Enfin, il va se taire un jour. Mais c'est pas parce que le Collège des médecins va avoir eu raison sur lui. Il va toujours exprimer ses opinions librement, dans le vocabulaire qui est le sien, dans la forme qui est la sienne, dans le look
qu'il a de vieux paysans sortis d'une vieille campagne oubliée. Tant le syndic du Collège des médecins que le docteur Mailloux paraissent peu disposés au compromis. On sait que le psychiatre n'est pas sans reproche. Mais s'il n'avait pas commis ces excès radiophoniques, est-ce que le syndic aurait scruté aussi sévèrement sa pratique médicale? Y aurait-on consacré autant de ressources comme s'il était un des cas les plus graves au Québec? Quoi qu'il advienne des causes du docteur Mailloux, elles soulèvent la question. Comment les syndics définissent-ils leurs priorités? Au fil des affaires, on a l'impression que la protection du public est un concept à géométrie bien variable. Madame Gagné avait passé au feu dans la nuit. Marco Aldar m'impliquait là-dedans. J'ai rien fait à cette femme-là, moi. Rescapé de la justice, dans un instant, à Canal D.